Donc, bonjour à tous et à tous. Donc, je m'appelle Ingrid Chiesa. Je suis en charge du pilotage en fait de la CERC Bourgogne-Franche-Comté, qui vous sera présentée un petit peu après. On remercie énormément en fait à la fois donc Alter, l'Oreca et puis Atmo de nous accueillir aujourd'hui pour pouvoir vous présenter du coup les premières données en fait de l'observatoire que l'on porte également, qui concerne donc la rénovation énergétique et les coûts en Bourgogne-Franche-Comté. La rénovation énergétique, vous le savez, hein, tout autant que moi, c'est un sujet qui est très très dense, qui concerne trois domaines bien particuliers, celui des ménages, les bâtiments collectifs et évidemment les bâtiments publics. Aujourd'hui, l'observatoire donc et l'objet de cet observatoire, en fait, c'est le domicile justement des particuliers. C'est un domaine bien évidemment hyper disséminé, très diffus, peu facilement en fait euh, euh, visé en fait par les acteurs publics, hein, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué, avec un nombre de personnes concernées qui peut être important, et surtout, on a évidemment le choix individuel des ménages qui intervient sur le sujet. Néanmoins, dans ce domaine, on accuse aussi en France un retard hyper important sur le sujet et sur lequel en fait tous les acteurs publics essayent de se pencher et de mettre en place du coup des actions, des subventions notamment qui peuvent aider. Par rapport à cela, donc, on va vous présenter en fait aujourd'hui cet observatoire et surtout les premières données qu'on va pouvoir vous présenter aujourd'hui. Sachant que cet observatoire, il est particulier dans le sens où on intègre très fortement en fait, la problématique des coûts. Donc, ça en fait vraiment son originalité aujourd'hui et surtout son utilité. Alors, je vous propose en fait une présentation en différentes parties. Donc, une première partie de présentation sur l'OREC lui-même, donc cet observatoire, avec notamment déjà l'intervention d'Isabelle Beaumanoir concernant la commande en fait des financeurs publics, qui du coup va vous expliquer l'objet, en fait, les objectifs, les attentes sur cet observatoire et surtout son historique. Une deuxième partie avec les premiers résultats en fait de cet observatoire qui sera présenté par Louis Beaumont qui est chargé d'études à la CERC. Après cela, je vous propose un temps d'échange avec vous tous pour que du coup vous puissiez réagir, nous interpeller, sachant que vous pourrez bien évidemment aussi nous interpeller avec le chat pendant cette présentation. Et puis, une dernière partie, du coup, avec l'intervention, le retour d'expérience de Nicolas Monio, qui est directeur d'ADERA, sur, du coup, comment guider et accompagner et conseiller, en fait, les ménages, en fait, dans cette partie de rénovation énergétique. Et un dernier temps d'échange ensemble sur ce sujet. Voilà. Alors, je vous propose de débuter donc, cette présentation avec l'intervention d'Isabelle Beaumanoir. Isabelle. Alors, merci Ingrid. Je me présente, Isabelle Beaumanoir. Je suis chargée de mission rénovation énergétique à l'Adréal Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi chargée du suivi de la filière professionnelle au sein du service logement, construction et statistique de l'Adréal. Voilà, je suis en lien avec la CERC puisqu'on travaille de façon assez étroite avec cette structure. On y reviendra par la suite. Donc, le public, il est assez varié. Donc, je recadre un peu. L'Adréal, je pense que tout le monde connaît. C'est un service déconcentré de l'État placé sous l'autorité du préfet de région. Et puis, donc, un service qui assure le relais au niveau régional des décisions prises par l'administration centrale. Donc, le rôle de l'Adréal, c'est de décliner en région les politiques de l'État en matière de développement durable. Et donc, elle fonctionne de façon transversale afin de répondre à des enjeux
donc environnementaux, d'aménagement, et puis sur le logement. Donc, je fais partie du service logement. À mon niveau, les missions dont j'ai la charge, en fait, elles sont issues principalement de la loi qui a été évoquée tout à l'heure, hein, la loi TECV, la loi transition énergétique pour la croissance verte de 2015, et puis également, elle découle du plan de rénovation énergétique des bâtiments de 2018. Donc concrètement, il faut agir au niveau régional pour accélérer la rénovation énergétique des logements les plus énergivores. Et pour y parvenir, l'État travaille en partenariat étroit avec le conseil régional sur la mise en place dans les territoires d'un service public qui permettant de massifier les rénovations et composé d'un réseau d'acteurs de terrain, les espaces conseils faire, qui apportent du conseil et un accompagnement aux ménages dans le cadre de leur projet de rénovation énergétique. Donc tout ceci, si possible, dès le début, dès l'information, le conseil, jusqu'à la fin des travaux, en s'appuyant également, si possible, sur des collectivités locales qui sont volontaires et qui participent financièrement. Et, enfin voilà, c'est la condition. Voilà, donc une autre facette, je vous en parlais de mon travail, c'est que l'Adréal fait partie en fait des membres fondateurs de la CERC, hein, la cellule économique régionale de la construction Bourgogne-Franche-Comté, et je suis chargée du suivi des études que nous lui confions dans le cadre de ces activités habituelles. Donc, on a 2 études principales, voilà, annuelles, qu'on renouvelle, et donc je suis l'élaboration, suivi financier de ces études. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir auprès de vous parce que j'assure le suivi de la mise en place, pour le compte de l'Adréal, de cet observatoire. Et il se trouve que celle-ci, l'Adréal, est à l'origine, en fait, en quelque sorte, de ce projet d'observatoire régional, puisqu'elle a initié en fin 2016, courant 2017, une étude de faisabilité. Donc, elle a confié un bureau d'études, Nomadéis en l'occurrence, et cette étude, elle avait pour objectif d'étudier la pertinence et l'opportunité de déployer une démarche d'observation sur le périmètre de la nouvelle grande région, BFC. Elle devait également définir des niveaux d'ambition envisageables et puis les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir, et puis afin de déployer donc un outil adapté aux besoins des acteurs locaux. Pourquoi cet observatoire de la rénovation énergétique? En fait, il y avait peu de données exploitées sur le sujet. On avait un besoin en matière de données récentes, localisées, pour des structures, surtout en lien avec les particuliers, ou qui manipulaient des données relatives au coût dans le cadre de leur mission. Donc, il y avait les espaces info-énergie à l'époque, hein, ça s'appelait encore comme ça. Les ADIL, les agences départementales d'information sur le logement, des opérateurs, des instructeurs de dossiers, alors de l'ANA, mais aussi au niveau régional, hein, l'instruction des dossiers Philogie, les opérateurs travaillant avec la région, des bureaux d'études, des thermiciens, des auditeurs, mais également l'ensemble des maîtres d'ouvrage, que ce soit collectivité, institutionnelle. Voilà, donc tout un tas de raisons pour lancer cet observatoire. Et donc, une première démarche qui a été cette étude de faisabilité, donc premier niveau de la fusée, avec donc 3 étapes. Une première étape qui a été un recueil des besoins et des attentes, alors des entretiens auprès de 25 acteurs locaux, dont je pourrais vous fournir la liste, hein. Donc, on a essayé d'être très d'élargir un peu et puis de toucher un peu tous les profils d'acteurs. Donc, cette première étude de faisabilité, il y avait une deuxième étape qui était l'identification des données et puis les modalités de recueil, hein, de ces données. Et puis, troisième étape, des scénarios, 3 propositions de scénarios, une analyse, etc. Donc,
le projet était lancé, il y a eu donc un recueil de l'étude, une analyse, il y a eu un petit peu un temps de maturation. Et puis, bien entendu, à ce moment-là, la DREAL a été rejointe par la région et l'ADEME dans le projet. Et au terme de cette étude de faisabilité, au niveau partenarial, enfin voilà, à 3, il a été décidé, alors si je ne me trompe pas, parce que j'étais pas encore là à l'époque, il a été décidé effectivement de poursuivre la démarche. Donc on était en 2018, fin 2018, et courant 2019, quand je suis arrivée, j'ai donc assisté à la seconde étape qui était l'étude de préfiguration. Alors, cette étude de préfiguration, elle a été confiée à la CERC. La CERC BFC, dont le cœur de métier, c'est de travailler sur l'économie de la construction, voilà. Donc, il était naturel et en plus, elle a présenté un projet, voilà, une demande de subvention pour travailler sur ce projet-là qui lui tenait aussi à cœur. Et donc, il a été question courant 2019 donc, de travailler sur des outils, sur des livrables, sur une grille de données à renseigner, mais également sur un outil de données dynamiques qui vous sera peut-être présenté voilà, par la suite tout à l'heure, par Louis peut-être. Et puis également, l'idée, c'était de tester ces outils-là sur un échantillon de données. Et donc ça nous a bien occupé pendant toute l'année 2019, en tout cas occupé bien la CERC en tout cas. Et donc il y a eu un travail commun qui a été fait, etc., etc. Et début 2020, on a eu le rendu de cette étude. Et donc une démarche qui était positive. On a donc tiré un bilan positif de ces tests, de cette préfiguration, et il a été décidé, là aussi collectivement, au cours d'un comité de pilotage, de poursuivre la démarche, de la poursuivre de façon partenariale toujours entre l'ADEME, la région et la DREAL sur 3 années, donc de déployer cet observatoire et donc confier le déploiement à la CERC, donc qui avait assuré la démarche de préfiguration et donc qui a fait une demande de financement sur 3 ans. Donc on a trouvé les financements et là il y a quelque chose qui s'est mis en place et dont on va vous présenter dans les minutes qui suivent les premières exploitations de données. Voilà. Et je laisse la parole. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez des questions, on y reviendra tout à l'heure. Il y aura un petit temps de questions-réponses. Merci. Merci beaucoup Isabelle pour toutes ces précisions. Donc en effet, on va poursuivre en fait les choses avec Louis Beaumont, donc le chargé d'études en fait de la CERC Bourgogne-Franche-Comté. Louis, je souhaiterais que vous vous présentiez déjà et que vous nous présentiez un peu plus la CERC pour qu'on comprenne bien qui vous êtes et ce que la CERC fait. Ok, donc je suis Louis Beaumont, je suis chargé d'études à la CERC depuis 2015 et notamment en charge de l'Observatoire de la rénovation énergétique et des coûts en Bourgogne-Franche-Comté, sa mise en place technique surtout. Et pour présenter rapidement la CERC, c'est une association loi 1901 dont les membres sont toutes les fédérations professionnelles de la construction et la DREAL pour l'État. Donc l'objectif de cette association, c'est de fournir des études, des chiffres, des statistiques économiques sur toutes les thématiques qui peuvent avoir trait à la construction, que ce soit même les déchets du BTP, la rénovation énergétique, la conjoncture, etc. On a cette fiabilité et cette neutralité qui est recherchée. Très bien. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus précisément du coup cet observatoire? Alors, comme Isabelle l'a dit, on s'est basé sur l'étude de faisabilité nomadisme, notamment pour ce qui est le choix de la grille de données. Et la phase de préfiguration qui a
surtout consisté à mettre en place les différents moyens d'approvisionnement en dossiers, en information sur ces dossiers. On a fait un test, un livrable test et des interprétations, encore une fois test, sur 60 dossiers au tout début 2020, ce qui a permis de prolonger cet observatoire pour l'année 2021. Et cette année, on est dans une phase de montée en puissance, on va passer à 500 dossiers d'ici la fin de l'année et 1500 pour les 2 prochaines années. Très bien, vous parlez de dossiers, Louis, quels sont ces dossiers justement? Alors pour la plupart, il s'agira des dossiers de l'ANA, donc du dispositif Habiter Mieux, que je pense que tout le monde connaît ici. Je ne sais pas s'il y a besoin de faire un point rapidement. On pourra le faire dans les questions. À peu près, bon. si quelqu'un a besoin, on le fera après. Et pour des dossiers cette fois plus performants, donc avec vocation d'être BBC, d'avoir des logements BBC à la fin, le dispositif et les philologies du conseil régional qui dispose aussi de l'accompagnement. Très bien. Pourquoi ces données-là, en fait? Pourquoi ces dossiers-là ont été choisis? Parce que la disponibilité de l'information fait que sur ces 2 types de dossiers, on a beaucoup d'informations à la fois sur le bâti, sur les performances avant, après travaux, sur l'accompagnement, sur le financement, sur le type de travaux réalisés, etc. Ce qui nous permet de faire des stats utiles après. Très bien. Et donc, on est bien sur des dossiers en fait soldés de subventions qui ont été demandés par des ménages en Bourgogne-Franche-Comté. C'est ça. Alors, on va débuter du coup la présentation de vos données, Louis, déjà par un premier graphique de contextualisation, j'allais dire. Oui, c'est ça. Pour donner un peu de contexte, c'est un extrait de notre bilan annuel bâtiment durable qu'on réalise chaque année pour le compte de l'Adréal. Donc le prochain sortira d'ici la fin de l'année. Et c'est tout simplement une répartition par département des étiquettes énergétiques des logements mis en vente ou loués. Donc c'est les DPE, c'est la base des DPE qui est analysée ici. Donc on voit déjà première indication qu'on a des logements vendus ou loués en étiquette supérieure à la moyenne nationale, plus une certaine disparité départementale qu'on voit par exemple dans la Nièvre et l'Yonne. Oui, avec un positionnement de la Bourgogne-Franche-Comté qui est supérieur en fait à la moyenne nationale aussi sur ces logements énergivores. Du coup, on va poursuivre avec la présentation donc, des premières données et surtout la caractérisation de l'échantillon qui nous concerne. Voilà, donc pour l'instant, on a eu le temps d'enregistrer 84 dossiers, donc 67 qui viennent du dispositif Ephilogie et 17 de l'ANA, du dispositif Habiter Mieux, pour des raisons de disponibilité de données qu'on n'a pas encore eu, etc. Je ne vais pas m'avancer trop là-dessus. Pour avoir déjà quelques infos au niveau départemental, on a décidé d'en prendre une majorité dans le Doubs au tout début parce qu'on avait la matière brute disponible, et ce qui nous permettait de tester en fait les petits zooms départementalisés que vous verrez plus loin. Voilà. Concernant la répartition des dossiers par étiquette avant travaux, on a forcément 100% des dossiers qui ont une étiquette supérieure à D, vu que le public cible est tel, mais surtout avec 50% des dossiers étudiés qui, pour l'instant, sont soit F, soit G. Donc vraiment passoire thermique plus. Je vais pas trop détailler les différences départementales parce que vous voyez l'échantillon à gauche, c'est pas forcément pertinent pour l'instant. Je vais rester sur le régional. Très bien. Alors, on poursuit avec ce graphique suivant concernant les gains énergétiques et les coûts au mètre carré. Vous pouvez nous l'expliquer? Oui. Alors, celui-ci, il met en rapport notamment le nombre d'actions réalisées dans le logement, dans le dossier, le coût au mètre carré, qui a coûté la rénovation énergétique totale, et le gain énergétique qui en résulte. On voit bien pour l'instant qu'il y a 3 groupes, le groupe des 1 action et 2 actions, avec un coût qui reste contenu, mais un gain énergétique qui est déjà significatif, de l'ordre de 40 ou voire 50%.
Ensuite, de 3 à 5 actions où le prix est beaucoup plus élevé, près de 2 fois plus, avec un gain énergétique qui reste aussi, qui est un peu plus élevé que les bouquets précédents. Et enfin, les actions très très complètes avec 8 actions et plus qui coûtent aussi plus cher, mais également beaucoup plus efficaces. Très bien. Très bien. Alors, on poursuit avec donc la répartition des coûts, et c'est là qu'intervient cette donnée qui est très, très pertinente et intéressante dans le cadre de l'observatoire. Voilà, donc on arrive vraiment au cœur de l'objectif de l'observatoire, qui est vraiment de définir des coûts pour guider au mieux, pour donner une idée au mieux de ce que peut coûter une rénovation, donc soit au niveau global, comme vous voyez ici avec le coût par logement. Alors pour une petite grille de lecture sur les graphiques, il faut vous dire que dans le coût par logement, on avait 50% des dossiers qu'on a recensés qui avaient un coût compris entre 19 600 € et 34 700 €. Donc la barre verte foncée. Et 90% entre 6 600 et 64 400. Donc ce genre de graphique ne nous permet pas de donner une moyenne qui serait forcément un peu faussée, parce qu'une moyenne sur un aussi grand échantillon, c'est comment dire, ça peut induire en erreur. Tandis que là, on peut vraiment voir la dispersion des coûts et avoir une idée de la variété des dossiers qu'on a étudiés. Vous voyez par exemple aussi la différence au prix au mètre carré, donc qui va du simple au double si on prend la moitié des dossiers étudiés, de 130 à 290 €. Et le coût par kilowattheure par mètre carré par an économisé, qui là varie beaucoup du simple au triple, toujours dans 50% des cas. Avec donc l'alerte aussi que ces données qu'on vous présente aujourd'hui, elles ne reposent que sur 84 dossiers. C'est pour ça qu'on vous a indiqué à chaque fois que ce sont des données qui sont provisoires et qui vont être affinées avec le nombre de dossiers qui vont être enregistrés dans le cadre de l'OREC et qui vont donner encore plus de significativité en fait à nos données. Alors, on poursuit avec un graphique hyper intéressant sur le taux de présence et surtout le montant moyen des actions. Alors, le taux de présence des actions, c'est tout simplement, par exemple, est-ce que l'isolation des murs est présente dans tel dossier? Si oui, on arrive à ça. Donc, l'isolation des murs, on peut le dire, est présente dans 52% des dossiers qu'on a étudiés. L'isolation du sol, donc 45%. Et en orange, sur le petit point orange, vous avez le montant moyen. Donc, on arrive, par exemple, qu'une installation, le remplacement d'une installation de chauffage coûte plus de 10 000 € en moyenne. Là, c'est une moyenne. Et vous voyez bien, par exemple, que le changement des ouvertures, on voit très précisément que a le plus de succès, comme la ventilation et le changement de moyen de chauffage. C'est ça. On poursuit avec la répartition des opérations par étiquette énergétique. Oui, alors là, on est sur le côté avant-après, donc avant en bleu. Vous retrouvez les chiffres que vous avez déjà vus au début avec 50% de logements étudiés entre F et G. Et on voit nettement le glissement vers la droite, avec une grande partie qui arrive à une étiquette inférieure à B. Ça s'explique notamment par le dispositif EFI-Logi qui a vocation à avoir un niveau BBC après rénovation. Voilà, donc on voit bien l'efficacité tout de suite des travaux qui sont mis en place. On poursuit également avec ces deux autres graphiques, Louis. Alors l'idée là est de savoir un peu quels facteurs peuvent influencer le prix de la rénovation énergétique au global. Et comme on a un certain nombre d'informations dans notre grille de données, donc là j'ai pris comme exemple la date de construction du bâti et la tranche de gain énergétique que l'on souhaite, on peut sortir les chiffres et des coûts moyens, enfin des fourchettes de coûts pour chaque différence de bâti. Donc là, par exemple, on voit notamment que la dispersion est beaucoup plus élevée, notamment dans les maisons les moins récentes, plus qu'une histoire de prix qui n'est pas encore assez significatif au vu du nombre de dossiers, mais la dispersion est plus importante.
Donc, on aura vocation à avoir des tendances bien plus prononcées une fois qu'on sera arrivé à un seuil critique de nombre de dossiers enregistrés. Très bien. On poursuit avec le zoom sur des types d'actions, puisque ce sont des choses qu'on va pouvoir mettre en exergue aussi dans le cadre de l'Observatoire. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est également le cœur du cœur, cette fois, de l'Observatoire. C'est de fournir une indication sur les coûts de chaque action de rénovation énergétique. Donc là, je vous ai mis l'exemple concernant le remplacement des ouvertures. Donc, 50% des changements de porte, c'est des prix unitaires, coûtaient entre 2100 et 3100 euros. Et 90% entre 1300 et 3700. À noter qu'il est présent pour chaque différent type de travaux, donc que ça soit l'isolation, le changement de moyen de chauffage, à un niveau le plus fin possible. Très bien. Louis, il y a une question dans le chat. Dans la discussion. Oui, d'un participant sur la reprécision des unités. Oui, bien sûr. Sur quel... Monsieur Rouchette, est-ce que vous pourriez peut-être… S'il vous plaît, oui, Adrien Rouchette, je prends la parole, je précise ma question. Dans les 2 dernières slides qu'on vient de voir, on a des montants en euros, mais je n'ai pas compris. On peut y revenir. C'est des euros par mètre carré voilà, je n'ai pas compris. Oui, c'est un coût… Hop, tac. Oui, là, c'est le coût au mètre carré, autant pour moi. Ok, d'accord. Ça, faut que je le note, sinon je vais l'oublier. Ok, Ouais. merci. Et du coup, sur les types d'actions, c'est par action, là, pour le coup. Oui, c'est ça. Donc, soit le coût au mètre carré, soit le prix unitaire, selon… Là, on est en prix unitaire. Donc, par volet, par paroi vitrée, etc. Ok, je le note. Merci. Donc, ce qu'on voulait préciser aussi par rapport à ce graphique-là sur les types d'actions, c'est que bien évidemment, par action, donc par type de travaux, on sera en capacité de produire les mêmes informations. Et pour terminer, donc une précision aussi sur la territorialisation possible des données. Louis, est-ce que vous pouvez préciser cela? Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez les mêmes graphiques que vous avez vus il y a 2 diapos, mais limités au doux. Et l'idée, c'est vraiment de montrer qu'on peut faire un zoom départemental avec une masse sensible quand on aurait une masse critique de dossiers assez élevée. Et l'idée, c'est aussi de ne pas s'arrêter là, c'est vraiment d'avoir vocation soit à descendre au niveau du bassin d'emploi, soit au niveau de l'EPCI, en fonction de ce qui est possible, tout en respectant le secret statistique. Très bien. Pour terminer, Louis, vous pourriez préciser du coup les livrables qui sont prévus par rapport à l'OREC et comment ils vont être disponibles en fait. Alors, on a 2 types de livrables qui vont être disponibles fin d'année. Un livrable grand public avec toutes les informations sur quel est le coût moyen, etc. Quelle variable influe le plus sur le prix d'un dossier, et une version à destination d'un public un peu plus averti, un peu plus professionnel, avec un détail beaucoup plus fin sur notamment les coûts des actions de travaux précises. Très bien. Isabelle, je crois que vous voulez préciser en fait les objectifs de l'Observatoire, et ça va certainement compléter ce que vient de dire Louis. J'ai voulu aller très vite tout à l'heure et j'en ai perdu l'objet principal quand même. C'était de vous décrire les objectifs de cet observatoire quand même. Donc, vous l'avez compris, c'est avant tout de produire des données approfondies, précises, localisées, et puis actualisées surtout. Donc, quelque chose de solide et non contestable. En fait, une référence sur les coûts en matière de rénovation énergétique. Deuxième objectif, c'était d'enrichir donc le conseil aux particuliers. Donc faciliter ainsi le passage à l'acte des ménages en lui fournissant des arguments concrets, plus une aide sur l'analyse des devis par exemple, accompagner également le choix des travaux, le choix des matériaux, des équipements selon des exigences de performance et de coût associées. Donc,
On va avoir des infos sur de nouveaux matériaux, des nouvelles techniques. Hein, voilà, il y aura une évolution. L'idée aussi, c'est d'objectiver l'efficience énergétique et économique de la rénovation énergétique pour embarquer les ménages vers des projets plus ambitieux. Voilà. Autre objectif, troisième objectif, c'est orienter l'action publique. Donc, apporter des éléments d'aide à la décision pour, par exemple, dimensionner des aides financières de la part de collectivités, disposer d'éléments objectifs pour identifier des points de blocage ou accentuer des leviers des choses qui marchent pour on est toujours sur le passage à l'acte des particuliers et enfin évaluer l'impact réel de ces aides et puis également les politiques publiques mises en œuvre, hein, puisqu'on va rendre des comptes de ces politiques. Dernier objectif, c'est donc caractériser de façon globale la dynamique de rénovation. Donc, il y a une filière derrière, un marché, la rénovation énergétique, identifier les secteurs à forts enjeux et puis apporter aux acteurs du bâtiment des éléments qui leur permettront de répondre à la demande et puis de s'adapter également à l'évolution, voilà, de cette demande. Voilà, je crois que ce coup-ci, j'ai fait le tour. Désolée pour les 2 temps de mon intervention. Et puis voilà, je suis à votre disposition pour toute question. Merci pour ces précisions, Isabelle. Donc, en effet, nous avons quelques minutes devant nous. Si vous avez des questions, des demandes de précision à faire auprès des intervenants jusqu'à présent, si vous intervenez directement, merci de vous présenter, comme vous l'a précisé tout à l'heure, Stéphane, pour qu'on puisse bien cadrer les choses. Alors, une question de Monsieur Rouchette. Est-ce qu'on établit un suivi du gain en émissions de gaz à effet de serre pour les logements rénovés? Louis, est-ce que vous pouvez nous aider sur le sujet? Non, ça n'est pas retenu dans la grille de données. Pour quelle raison? On a dû faire le choix, notamment sur raison de la disponibilité des données dans les dossiers. C'est une info qu'on ne peut pas recouper. On a des indications sur l'économie d'énergie, des pourcentages de gains énergétiques, mais pas en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça ne figure pas dans les dossiers. Alors, on a le kilowattheure, merci. On ne sait pas d'où provient le kilowattheure. Tout à fait, je comprends. Pardon, c'était Adrien Rouchette. Merci. On vous en prie. D'autres remarques, d'autres questions, d'autres retours aussi. Vous l'avez compris, hein, c'est notre baptême du feu, donc profitez-en. C'est aussi hyper constructif et formateur pour nous. Alors, je vois une question d'Aurore Thomasin. Est-ce qu'on pourrait redonner les modalités et ou renseignements de contact de la part des habitants? Louis, est-ce que tu peux réexpliquer la manière dont tu as collecté les données, en fait? On ne contacte pas les habitants directement. On a déjà un accès au dossier informatisé, donc que ça soit chez Philogie ou soit à l'ANA. On a un accès informatique là-dessus, donc c'est neutre pour les gens pour les ménages. C'est ça. Et puis, préciser que bien évidemment, on conserve un très grand respect de la confidentialité des données. Isabelle Beaumanoir précisait tout à l'heure qu'on dispose évidemment aussi d'un outil en fait, qui va nous permettre de faire des cartographies en fait, par rapport à cet observatoire et qu'on va être très, très vigilant aussi au fait de ne pas pouvoir, de pouvoir conserver la confidentialité des données des ménages et donc ne pas faire des cartographies trop détaillées, surtout à certains endroits, qui permettraient de
en fait, retrouver les domiciles qui sont concernés. Donc voilà, ça c'est aussi un élément très important. C'est pour ça que Louis vous disait tout à l'heure que on ne va pas aller au-delà d'un certain détail en fait par rapport à ces données. Je vois que Sophie Rousset, avec laquelle on travaille sur cet observatoire, voilà, pose la question, enfin demande de citer effectivement les 2 autres observatoires régionaux. Je les ai évoqués très brièvement tout à l'heure. C'est donc l'observatoire de la région Occitanie et également de la région Grand Est. Voilà, il y a 2 observatoires régionaux qui sont un peu plus avancés que nous, qui fonctionnent déjà depuis quelque temps. Pas forcément sur les mêmes bases, la même organisation, la même origine, mais voilà, ça fonctionne. Et au niveau national, il faut citer également l'Observatoire national de la rénovation énergétique, qui a été lancé il y a de ça 2 ans, je crois. Et par contre, donc on s'inscrit bien évidemment en lien avec cet observatoire national, mais voilà, l'observatoire national, c'est plutôt des études qui sont lancées avec des indicateurs à la clé, bien sûr, mais ce n'est pas le même modèle que ce que nous, on a choisi au niveau régional, puisque nous, on a choisi un outil dynamique avec des indicateurs dynamiques et mis à jour annuellement. Voilà, donc bien sûr, on est en lien avec, on regarde tout ce qui se fait ailleurs, on s'inspire aussi de ce qui se fait ailleurs, puisque voilà, on ne va pas réinventer non plus des choses qui fonctionnent bien. On est partant pour s'en servir et on espère qu'on fera de l'émulation aussi dans d'autres régions, en espérant que nos outils seront utilisés et serviront plus grand nombre. Voilà. Très bien. Monsieur Rouchette, vous avez une autre question. Je voudrais que vous interveniez pour la préciser parce que je voudrais qu'on puisse répondre correctement à votre interrogation. Oui, merci. C'est encore moi, Adrien Rouchette. Je me demandais, je voyais vos graphes là qui sont intéressants et je voulais savoir s'il était possible d'avoir accès aux données qui vous a permis de produire ces graphes, même sans avoir aucune indication même en éliminant toutes les informations, même de localisation. Le simple fait d'avoir une idée du budget du budget du ménage versus surface versus gain énergétique, moi ça me suffit, même sans savoir même le département où se trouve le logement. Je ne sais pas si ma question n'est pas claire, pardon. Mais si on enlève tout ce qui permettrait d'identifier le logement, la personne, ou même le département où se trouve le logement, et ben, sous cette forme-là, les informations seraient intéressantes pour moi malgré tout. Dans quel objectif d'ailleurs, Monsieur Rouchette? C'est à faire des petites évaluations des gains. Donc, en gros, recalculer de mon côté ce que vous appelez le coût par kilowattheure par mètre carré par an économisé, qui permettrait de l'insérer dans une métrique transverse sur laquelle je travaille, qui permet d'évaluer, de comparer l'intérêt des investissements dans les parcs de logements ou de systèmes de transport. Ok. Dans ces cas-là, c'est des notions très moyennes. Il n'y a pas besoin du tout d'avoir des informations précises. C'est vraiment des choses très, très moyennes. Ce que je vous propose dans ces cas-là, Monsieur Rouchette, c'est qu'on puisse se recontacter ou que Louis puisse vous recontacter en parallèle, après cet atelier, pour qu'on puisse échanger sur le sujet. D'accord, ok. Ouais. Je vais noter. Je vais mettre mon adresse dans le chat. Oui. Très bien. Merci. Je vous propose d'avancer, puisqu'on a une dernière intervention avec Nicolas Monniot. Nicolas. Oui, je suis là. Bonjour à toutes et à tous.
Alors, donc, on va parler de la réutilisation en fait, de ces données et surtout de la manière dont aujourd'hui les ménages sont accompagnés, puisqu'il existe un réseau d'experts sur le sujet et que, voilà, que Nicolas va représenter aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, Nicolas, votre rôle, votre structure, vos activités? Ok, alors, Nicolas Monieux, je travaille à l'association Adera, donc c'est historiquement l'espace Info-Énergie de Haute-Saône depuis 2020, depuis la mise en place des espaces Info-Énergie, et puis depuis peu, comme ça a été indiqué au début, on est devenu espace Conseil Faire, donc enfin, à peu près le même travail, mais sous un autre nom. Donc mon rôle, moi, je suis dans la structure depuis 2007, je suis conseiller en rénovation énergétique depuis cette date. Et depuis 2013, je suis aussi, j'ai initié, je mets à jour un outil de simulation financière qui permet aux conseillers de la région d'optimiser les plans de financement pour les particuliers. Parce que c'est souvent le nerf de la guerre. La partie souffle. Bien évidemment. À quel type de demande vous avez affaire, en fait, Nicolas? Comment est-ce que les particuliers viennent vers vous et qu'est-ce qu'ils viennent rechercher? Alors, c'est assez large. Pour répondre aux deux questions, c'est assez large. Les particuliers, aujourd'hui, viennent vers nous par bouche à oreille, par les différents sites qui orientent vers nous, notamment le site national FAIRE. Mais il y a pas mal de bouche à oreille. Il y a des collectivités qui nous renvoient aussi des contacts. C'est assez large. Après, les demandes, c'est pareil, c'est assez large. Je dirais que malheureusement, par contre, les demandes majoritaires, c'est sur les aides financières. Et malheureusement aussi, c'est souvent, encore aujourd'hui, même si ça évolue quand même, c'est quand même sur des changements de fenêtres ou des changements de chauffage seuls. On est quand même souvent sur ces travaux-là au départ, parce que c'est des choses qui sont visibles pour les gens, qui voient tout de suite l'intérêt, encore plus que le chauffage vient de lâcher et puis qu'il faut remplacer. Donc on est quand même dans une approche, il ne faut pas que je dise simpliste, mais simple de la rénovation. On change un petit peu ce qu'on voit. Oui, et ce dont on entend parler le plus aussi, j'imagine. Hein. Ce dont on entend parler le plus, tout à fait. Donc en gros, c'est toute la publicité qui peut être faite autour notamment de tout ce qui est travaux à 1 euro. Ça a été les combles, les planchers bas. Aujourd'hui, on a les pompes à chaleur. Il y a des gros appels d'air qui sont liés à ces publicités qui tournent un petit peu partout, à ce démarchage, où il est vrai que de plus en plus, ça se calme un petit peu quand même, puisque l'État a pris des dispositions pour arrêter un petit peu ça, mais on nous demande comment on fait pour avoir même une isolation par l'extérieur complète à 1 euro. C'est la première chose qu'on nous demande. Alors que techniquement, mais financièrement, avec les aides qui existent aujourd'hui, c'est normalement impossible. Et ça n'empêche pas des publicités de tourner et puis de vanter ça. Très bien. Quelle est la nature en fait, de votre intervention auprès des particuliers? Quel type de conseils vous êtes amené à donner? Alors là, c'est aussi assez large. Hein, donc, la priorité, c'est de répondre à leurs demandes. Et après, nous, notre job, notre mission, c'est aussi de les amener plus loin. Ça peut être un tout petit peu plus loin, ça peut être beaucoup plus loin, et d'utiliser tous les leviers qu'on a, donc notre connaissance du bâtiment, les aides financières qui existent, les besoins des personnes et des logements, pour les emmener à aller plus loin, et idéalement jusqu'à des rénovations performantes type BBC. Alors ça peut être aller plus loin en termes de qualitatif, hein, ça peut être sur un seul travaux, mais essayer de les emmener vers quelque chose de plus qualitatif. Ça peut être tout simplement quelque chose tout bête, hein, c'est d'expliquer aux gens que s'ils changent leur fenêtre, il faut prévoir des entrées d'air, et puis il faudra peut-être mettre une ventilation s'il n'y en a pas. Ça me permet de rebondir sur les chiffres qu'on a vus avant, si on les voit de manière un peu brute, on peut se dire la ventilation, tous les gens, beaucoup de gens qui font des travaux de rénovation font la ventilation. Il ne faut pas se tromper, hein, il y a très peu de gens qui ont des ventilations et très peu de gens, ceux qui en ont, qui ont des ventilations efficientes. Là, on en retrouve beaucoup dans les statistiques, c'est parce qu'on est sur des projets EFI-Logi où c'est obligatoire d'en mettre une, quoi, sinon le projet ne passe pas. Et même l'ANA, alors l'ANA, sans vraiment obliger, demande une attestation qu'il y a bien un système de ventilation qui fonctionne ou qu'il va y en avoir un.
Donc, on est aussi sur des projets un peu particuliers, hein. Nous, la plupart des gens qui nous contactent sont à milieu de réfléchir à la ventilation et de voir l'intérêt d'une ventilation. Et le problème qu'on rencontre aussi, c'est malheureusement au niveau des professionnels et de ceux qui vendent des menuiseries, c'est un sujet qui est très rarement abordé. Donc, on se retrouve souvent avec des menuiseries qui ont été changées et où il n'y a pas de prévu d'entrée d'air, par exemple. Il y a une ventilation efficiente. Donc nous, déjà, je dis toujours, c'est déjà une petite victoire si quelqu'un qui vient pour changer ses fenêtres, bon, il ne repart peut-être pas avec une rénovation BBC, mais si déjà on a pu lui faire comprendre l'intérêt en termes de confort, de qualité de l'air à venir, et même actuel d'ailleurs, de mettre une ventilation, c'est déjà bien. Et puis après, on peut aller beaucoup plus loin en utilisant les outils qu'on a. Il y a le programme Ephilogie qui permet à quelqu'un qui dit moi souvent on s'aperçoit, je lui dis, les gens se dirigent vers des travaux simples, entre guillemets, parce que c'est quand même des travaux qui coûtent cher, mais c'est par méconnaissance en fait, par méconnaissance des aides dont ils peuvent disposer, par méconnaissance des coûts des travaux, justement, c'est le sujet. Et nous, il faut qu'on essaie de mettre un petit peu ça sur la table et puis un petit peu de formaliser ça. Donc, sur les travaux à réaliser, nous, on peut déjà orienter les gens. Et puis, on a des outils comme l'audit Ephilogie en région Bourgogne-Franche-Comté qui permet d'aller plus loin avec, cette fois, un thermicien qui vient et qui fait un rapport complet sur les travaux qui sont possibles. Et puis, on a aussi donc, cet outil d'ingénierie de simulation financière qui permet, une fois qu'on sait un peu les travaux qui peuvent être réalisés sur le logement, de mettre des chiffres en face en termes d'aide financière et de comment on finance le projet. Donc, votre rôle, si je le résume, c'est d'accompagner en fait ces particuliers dans l'optimisation évidemment financière des dossiers et surtout l'optimisation du gain en performance énergétique en fait de leur habitat. Voilà, c'est ça. Et nous, on essaie de trouver le compromis de tout ça en fait, parce qu'il peut y avoir un très beau projet technique, mais même s'il est finançable, les gens ne voudront jamais le faire parce qu'ils ne veulent pas faire tel ou tel travaux. Il y a tous les cas se présentent. Après, il faut mixer un petit peu les attentes des gens, les travaux qui sont possibles, les aides financières qui sont possibles, pour aboutir au meilleur résultat possible qui conviennent aux particuliers, principalement. Et nous, on a aussi, ça a parlé de gaz à effet de serre tout à l'heure. Alors, clairement, la plupart des gens se foutent des gaz à effet de serre. Ce qu'ils veulent, l'aspect confort, l'aspect économie d'énergie financière, ok. Les gaz à effet de serre, c'est très très rare que les gens s'inquiètent de ça, malheureusement. Mais nous, par contre, on a toujours ça aussi en tête. Enfin, je pense que la majorité des conseillers, il me semble qu'on est entre 45 et 50 conseillers en Bourgogne-Franche-Comté, dans les espaces conseils faire. Nous, par contre, on a cet aspect-là dans nos conseils. Donc, on le fait intervenir, même si c'est pas, si on n'axe pas forcément notre conseil là-dessus, mais dans notre tête, on l'intègre quand on fait la promotion de telle ou telle solution technique. De la même façon qu'on intègre aussi des aspects de respect du bâti, de ne pas mettre n'importe quel matériau sur n'importe quel mur ou des choses comme ça. Très bien. Pour terminer rapidement, Nicolas, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que ces données les données de cet observatoire dont on a parlé vont pouvoir vous aider dans votre pratique? Alors, ils vont pouvoir nous aider. Après, il va falloir voir comment on peut les intégrer dans nos pratiques. Déjà, ils vont nous aider parce que, comme je vous l'ai dit, on a notre outil de simulation financière qui intègre des coûts de travaux moyens, mais qui sont soit anciens, soit un petit peu empiriques et que des fois, d'ailleurs, les conseillers ont un petit peu de mal à manipuler parce qu'ils ne savent pas trop d'où vient le chiffre, ils n'ont pas forcément confiance dans ces chiffres-là. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir les chiffres de cet observatoire qui vont un peu objectiver tout ça et on pourra au moins dire, voilà, ça vient de cette étude-là, et même si on n'a pas le prix à l'euro près, on aura une idée un petit peu des coûts moyens qui peuvent être utilisés, et c'est du coup des coûts qu'on pourra intégrer dans notre outil de simulation financière. Voire, ça nécessitera d'améliorer cet outil-là, mais pourquoi pas territorialiser ces prix-là aussi dans l'outil, parce que, effectivement, quand on parle avec d'autres conseillers, d'autres territoires, que ce soit en termes de départements ou des territoires urbains ou ruraux, on s'aperçoit qu'on n'a pas toujours les mêmes prix qui sont pratiqués, histoire aussi de concurrence locale qui peuvent jouer. Donc, ça serait important d'avoir ces chiffres-là. Je pense que ça va rassurer les conseillers aussi. On sera plus précis dans nos estimations, parce que si on veut amener les gens à aller plus loin en termes de travaux, on sait à peu près leur dire à l'euro près les aides qu'ils vont avoir. Par contre, on ne sait pas toujours bien leur dire
le coût des travaux qu'il va y avoir pour obtenir cette aide, pour obtenir cette efficacité énergétique, pour obtenir le confort qu'on promeut. Donc, ça nous permettra de peaufiner ça. Et puis, je m'aperçois aussi aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, donc notre réseau, il a grossi. Il y a des nouveaux arrivants, il y a aussi du turnover. Et notamment, nous, à l'ADERA, on a deux personnes qui sont arrivées dernièrement. Et je m'aperçois qu'ils ne sont pas à l'aise avec ces chiffres-là. On n'a pas forcément de chiffres moyens à leur donner, à part ceux qu'on a dans notre outil de simulation, mais qui valent ce qu'ils valent. Et ils ne sont pas à l'aise. Et c'est quand même, malgré tout, une demande des gens. La première chose qu'ils vont nous demander, si on leur dit « faites plus de travaux », ou même s'ils nous appellent « je veux changer de chauffage, qu'est-ce que vous me préconisez ?» À un moment, ils vont nous demander combien ça coûte tout ça. Donc, avoir des chiffres, je me dis, qui proviennent d'une étude sérieuse, poussée, et que les gens vont pouvoir utiliser avec confiance, je pense que c'est quand même un vrai plus, parce que je vois bien que les nouveaux, chez nous en tout cas, je ne m'engage pas pour les autres structures, mais ils ont un petit peu de mal avec ça. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Je suis désolée, je suis obligée de vous couper parce qu'il ne nous reste que 2 minutes en fait, allouées avant de retourner à la salle principale. Alors, je voudrais répondre en fait à la question de Monsieur Poitou qui est intervenu dans le chat. Donc, bien évidemment, il y a des passerelles entre l'OREC et l'ORECA. Je pense que cette présentation, c'est déjà la première étape en fait dans ce travail, dans cette collaboration, sachant que on est en lien du coup avec l'ORECA depuis plusieurs mois maintenant, qu'on attend aussi d'avoir ces vraies premières données complètes avec ces 500 dossiers enregistrés et le premier livrable qui sera produit pour pouvoir avancer sur le sujet. C'est aussi un des axes de travail que j'ai moi personnellement, de développer en fait tous les partenariats avec les structures afférentes et pertinentes. Voilà. Merci pour la précision, parce que c'est vrai qu'il y a un autre atelier là qui est sur la précarité énergétique dans le même temps, et en effet, au vu de votre présentation, il y a des points d'achoppement, des choses qui pourraient être tout à fait intéressantes, soit pour vous alimenter vous, soit alimenter de l'autre côté. Et, ça me semble tout à fait nécessaire de mettre en place des synergies entre les forces vives au niveau régional, évidemment. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien l'objectif et c'est notre façon de travailler aussi.